Le code de la route s'applique aussi aux deux roues. Devant la multiplication des vélos et trottinettes à Grenoble et potentiellement des accidents et infractions, les polices municipales et nationales ont organisé une journée de prévention. Attention, la prochaine fois, ce sera une amende. Les mangas, c'est plus fort que toi parce qu'ils ne pouvaient pas attendre quelques heures. Des dizaines de fans se sont massés dans cette librairie grenobloise mardi soir pour faire l'acquisition en avant-première du dernier numéro de One Piece, le manga star des éditions Glénat. Et puis la culture, c'est aussi le 7e art. À l'occasion des Journées du patrimoine ce week-end, l'Isère fait son cinéma autour de 3 films tournés dans notre département. Le réalisateur de ces courts-métrages et le directeur de la culture et du patrimoine du département viendront nous en parler. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 14 septembre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Si depuis la rentrée, vous passez par le centre-ville de Grenoble aux heures de pointe, vous avez sans doute remarqué que les deux roues, vélos et trottinettes sont de plus en plus nombreux et que le partage de l'espace public n'est pas toujours évident, avec parfois même des conséquences dramatiques. Très dommageable quand on essaye de limiter les émissions de carbone. Lors d'une opération spéciale, les forces de l'ordre ont voulu procéder à quelques rappels. Lina Badreddine. Le 1er septembre, un violent accident avait lieu entre un cycliste et une piétonne en plein centre-ville de Grenoble. 3 jours plus tard, une cycliste est gravement blessée dans un choc frontal avec une voiture sur la commune de Claye. Pour prévenir ces accidents, la police municipale et nationale mutualisent leurs forces pour faire de la prévention en arrêtant les contrevenants. En France, en 2021, 227 cyclistes sont décédés dans un accident de la route, 22 personnes en trottinette électrique, des usagers vulnérables et parfois imprudents. On se rend compte que les gens qui roulent en vélo ou éventuellement en trottinette respectent très peu le code de la route, surtout les refus de priorité qui peuvent être mis ou alors les défauts de maîtrise et également le port des écouteurs qui est interdit et qui est verbalisable à hauteur de 135 €. Comme ce monsieur qui, si ce n'était pas une journée de prévention, aurait pu recevoir une amende. Ça fait un bon rappel à l'ordre. Et puis en fait, on oublie qu'on fait aussi partie des gens qui circulent sur la route et qu'on est une population qui est soumise à des risques et qu'on prend des risques. Et on le sait qu'on prend des risques. Et ceux qui vous diront le contraire, ce sont des menteurs. On le sait tous. Donc voilà, on le fait. Ça marche pas quoi. Quand on roule sur une chaussée, c'est 7 km en max. En gros, c'est à peine 2 fois plus vite qu'un piéton qui marche. D'accord ? Et en trottinette électrique, les règles sont les mêmes qu'à vélo, avec quelques spécificités parfois méconnues. Alors, les infractions qu'on constate habituellement, c'est que les gens en trottinette n'ont pas l'autorisation d'être à deux sur la trottinette, ce qui peut éventuellement créer après un défaut de maîtrise et un accident, ce qu'on constate malheureusement régulièrement sur Grenoble. Et également une obligation que les trottinettes soient bridées à 25 km/h et avec une obligation également d'assurance obligatoire pour ce type de véhicule. Et sur les voies piétonnes, les usagers doivent marcher ou rouler au pas en trottinette comme à vélo. En cas d'infraction grave, le véhicule peut être saisi par les forces de l'ordre. Et on rappelle aussi que l'usage des trottinettes électriques en libre service est interdit aux mineurs. Et puis pour redécouvrir le vélo comme loisir, sport ou moyen de transport du quotidien, le village Vélostival s'installe dans le parc Jo-Blanchon de Saint-Martin-d'Hers ce samedi de 10h à 17h avec des ateliers pour les passionnés ou ceux qui souhaitent se remettre en selle. Après plusieurs mois d'intérim, on connaît le nom du nouvel évêque du diocèse de Grenoble-Vienne. Le pape François a nommé ce mercredi Monseigneur Echen au remplacement de Monseigneur Guy de Kérimel, parti à Toulouse en décembre dernier. Formé à Gênes, en Italie, Jean-Marc Echen, précédemment en poste à Pamiers, passe ainsi d'un territoire de 150 000 habitants, l'Ariège, à 1,2 million, l'Isère. Grand amateur de marche en montagne, cet homme d'église qui aura 66 ans début novembre devrait trouver ici son bonheur. Sa messe d'installation aura lieu le 22 octobre à 11h en la basilique du Sacré-Cœur à Grenoble. C'est un véritable phénomène d'édition et c'est à un Grenoblois que l'on doit son arrivée en France. En 1997, le manga One Piece tape dans l'œil de Jacques Glénat lors d'un voyage au Japon. Il le publie en France 3 ans plus tard. Depuis, l'engouement pour les aventures de Luffy au chapeau de paille est en croissance exponentielle. En 2021, date de la sortie du numéro 100, près d'un manga sur 10 acheté dans le monde était un One Piece. Pour la sortie du numéro 102, les fans étaient dans les starting blocks avant une vente en avant-première mardi soir.
C'est un manga qui tient en haleine le monde entier depuis 25 ans, One Piece. Pour la sortie du tome 102, l'éditeur Glénat organisait une nuit One Piece, un événement suivi par Momi Manga qui avait prévu des activités en tout genre pour les fans, chasse au trésor ou encore quiz. One Piece, un phénomène incontournable dans les librairies. One Piece a vraiment un côté, tout le monde lit One Piece quasiment. C'est quand un tome de One Piece sort, c'est marrant, mais tous les clients qui rentrent dans la librairie ils repartent avec un One Piece, à très peu d'exceptions. C'est le manga qui est le plus connu, ça a pas mal pris la suite de Dragon Ball pour ça. Voilà, l'animé est pas mal diffusé, surtout les tomes tournent beaucoup dans les écoles. Ça c'est un truc qui est important pour ce manga-là, c'est que voilà, c'est celui qui a réussi à s'imposer comme la référence que tout le monde connaît. Ce qui fait que même s'il y a du Naruto, s'il y a du Bleach, il y a d'autres mangas comme ça qui tournent, vraiment la base de la base c'est One Piece. Pour acheter le tome en avant-première, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement. One Piece, c'est le manga numéro 1 au monde. C'est aussi le premier à avoir sorti un 100e tome en France. Une histoire de pirate qui a su séduire toute une génération. L'univers est tellement bien construit, tout est bien fait en fait, et c'est tellement pensé depuis le début. Et là, on a des révélations qui tuent. Et du coup, c'est génial. Et puis même aussi pour l'aspect... personnellement, moi, j'ai commencé quand j'étais très petite. Et c'est quelque chose que j'ai toujours continué. Et j'espère que je verrai la fin de One Piece, en fait. Je suis heureuse d'être née quand One Piece est encore en cours. Parce que, imagine, je serais née après. C'est-à-dire que je serais spoilée avant de commencer. Et franchement, c'est génial. C'est l'un de mes mangas préférés. C'est la plus grande aventure manga pour moi qui existe. Voilà, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Et pour l'instant... c'est sûrement le seul manga qui a une écriture aussi complexe et surtout bien travaillée. La France est le deuxième plus gros marché du manga au monde derrière le Japon. Au total, 28,2 millions d'exemplaires de One Piece ont été écoulés en France depuis sa parution dans l'Hexagone en 2000. Et si vous êtes fan de culture pop japonaise ou si vous voulez découvrir cet univers, l'association Annie organise samedi et dimanche à Ève sur le campus de Saint-Martin-d'Air le Japan Alp Festival. Au programme projection, démonstration d'arts martiaux, stand de jeux vidéo, cosplay, vous savez, les personnes qui se costument en héros ou restauration traditionnelle japonaise. L'Isère fait son cinéma. La ville, l'eau, la montagne, la campagne, des industries, un campus, un centre sportif ou commercial. Notre département est un véritable plateau de cinéma. Pour qui sait bien le regarder, de nombreux films y ont été tournés et le seront certainement. Et à l'occasion des Journées du patrimoine, ce sont 3 d'entre eux que vous pouvez voir ou revoir, accompagnés de documentaires qui reviennent sur les lieux de tournage. Ce sera donc La femme d'à côté de François Truffaut vendredi soir à 19h30 au Musée Hébert à la Tronche. Une hirondelle a fait le printemps samedi à 16h30 au Cairn à Lens-en-Vercors. Et Les rivières pourpres de Mathieu Kassovitz dimanche à 16h30 au cinéma Les Écrans à Bourdoisan, des projections gratuites. Et j'en viens donc à mes invités. Marc Zeny, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes réalisateur. C'est à vous que l'on doit ces 3 documentaires. À vos côtés, Émeric Perrois, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes directeur de la culture et du patrimoine au département de l'Isère, qui met en avant cette année ces soirées. Marc Zeny, pourquoi avoir choisi de revenir sur ces 3 films précisément? Moi, je suis grenoblois et ces 3 films m'ont marqué. Alors, ces 3 films qui ont des défauts, mais qui ont eu un succès populaire et qui, avec le temps, nous restent un peu dans la tête. Alors, j'ai voulu, un peu à ma manière, aller retourner sur les lieux de tournage pour voir si les fictions correspondaient à la réalité. Et comme souvent, la réalité dépasse la fiction, puisqu'on se retrouve dans des lieux quand même extraordinaires, très beaux ou très insolites. Et surtout, on rencontre des personnages de la région tout à fait extraordinaires également. On se demande même pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, mais c'est vrai que toutes les gens les Isérois ont même une histoire avec ces films qui sont aussi de nature très différente. Les choix c'est assez éclectique. Il y a un drame, il y a un film plus familial et puis un film policier. Oui, alors il y a aussi une petite idée qui était de prendre un film qui a été tourné un peu dans les 3 massifs différents. Donc ça permettait aussi d'avoir 3 points de vue sur la région à travers 3 cinéastes effectivement très différents, mais qui revisitent des lieux que l'on connaît tous et que l'on ne connaît pas forcément. Par exemple,
la vallée de la Romanche. C'est vrai qu'il y a ce pavillon Keller que je ne connaissais pas. Tout le monde est passé en voiture devant. Mais ça vaut vraiment le coup de s'arrêter et surtout de s'intéresser à son histoire qui est assez incroyable. Voilà, et on apprend tout ça dans ce film parce que voilà, on n'apprend pas que l'histoire des films, on apprend aussi l'histoire de ces lieux qui ont accueilli les tournages. Vous avez aussi fait appel à un historien. Oui, alors j'étais accompagné par Bertrand Germain, Antoine Debec, Bertrand Germain qui a écrit Duco Vertigo, qui recense tous les films sur la montagne, Antoine Debec qui est un spécialiste de Truffaut, Yves Braya qui est qui était le directeur de l'Office de tourisme de Grenoble. Donc ça permet effectivement d'avoir une histoire des lieux et aussi des films. Et puis les témoins de l'époque, vous en avez parlé, parce que c'est quand même pas rien de croiser Gérard Depardieu et John Travolta, ça fait de belles histoires. Et oui, Gérard Depardieu et John Travolta ont été très copains et se sont retrouvés à faire la cuisine à Bernin. Et effectivement, c'est bien la preuve que la réalité dépasse la fiction. Et donc, on a retrouvé des photos et effectivement, la famille qui avait accueilli le tournage, qui faisait la cantine pour le tournage. Et paraît-il, il y avait une ambiance assez extraordinaire. Je ne sais pas si c'était la fièvre du samedi soir, mais ça devait être pas mal quand même. Ouais. Aymeric Perroy, est-ce que pour vous, ces films font partie du patrimoine isérois ? Assurément, oui, bien sûr. Non, c'est par aussi le cinéma qu'on redécouvre le patrimoine, qu'on le voit autrement, parce qu'il y a bien sûr les prises de vue et autres, avec parfois des travelling. Donc c'est évident que pour la vallée de la Romanche, la question des rivières pourpres a eu une certaine importance. On parlait du pavillon Keller, je vous incite à aller voir du coup, durant les journées du patrimoine également, le musée de la Romanche, où on voit toute l'explication, comment les choses se sont construites. Oui, en plus avec le nouveau barrage. Est-ce que... Alors, le pavillon Keller, il n'est pas ouvert au public. En revanche, la bibliothèque, c'est l'ancien musée de peinture de Grenoble. Donc là, on peut y aller, même si on n'aura pas tous les meubles qui ont été rajoutés exprès pour le tournage. Mais voilà, le pavillon Keller n'est pas ouvert au public. Est-ce que... vous auriez, peut-être que le département aurait des envies de créer un musée du cinéma dans le pavillon Keller ou de... Alors, je crois pas que le département ait comme projet de créer un musée du cinéma. Hein. Ouais, puis il y a déjà pas mal de musées. Il y a 11 musées départementaux avec un projet d'un 12e. Mais en tout cas, peut-être de promouvoir l'Isère aussi à travers de faire des visites peut-être plus ciblées sur ces tournages. Ce qui est sûr, c'est que premièrement, le cinéma est effectivement fait partie du patrimoine. L'intérêt aussi des 3 documentaires qui ont été commandés par Alpizère, c'est aussi les paysages. Les paysages font partie du patrimoine et quand on parle de la Romanche, il ne faut pas hésiter à aller au musée de la Romanche, il ne faut pas hésiter aussi à aller à la centrale des Vernes qui est visitable et qui est un lieu magique et qui nous donne un petit peu cette ambiance entre industrie et notamment mystère, la présence de l'eau et tout ça. Donc oui, bien sûr... le cinéma fait partie du patrimoine de l'Isère. Est-ce que le département essaye de se rapprocher peut-être de producteurs de films pour leur faire des suggestions ça pourrait aussi être une idée. Ça peut arriver qu'on nous demande effectivement peut-être des idées pour des repérages ou autres. Après, ce qui est important pour nous, là, c'était vraiment, comme l'a dit Marc Zeny, à travers des lieux, de revenir sur des lieux, notamment que ce soit au Caire, sur le Vercors, que ce soit à Bourdoisan ou que ce soit au musée Hébert, de replacer le film là où il a été créé et là où il a dégagé finalement toute sa force. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre série de documentaires sur les films tournés en Isère ? Parce qu'il y en a bien d'autres. Hein. Alors là, il y en a 3, mais aussi bien dans le passé que plus récemment. Alors, il y a quelques années, il y a eu la trilogie, Lucas Belvaux, qui était surtout à Grenoble. Évidemment, Le Grand Bain de Gilles Lelouch, grand succès populaire. Et puis très récemment, un très beau succès populaire et critique aussi, même si c'est un film plus dur, La Nuit du 12 de Dominique Moll, qu'on avait d'ailleurs reçu sur ce plateau. Ça pourrait être d'autres idées ? Oui, tout à fait, parce que je pense que le patrimoine de l'Isère, le patrimoine même maintenant des décors de films est à exploiter. Et puis surtout, comme vous l'avez souligné, c'est que ça permet de retourner sur des lieux un peu insolites, un peu incongrus, comme sur la femme d'à côté, par exemple. J'ai découvert le décor de Port-Revel dans la forêt de Chambaran. Et c'est assez extraordinaire. Voilà. On apprend qu'il y a un site où
Il y a un site en Isère où on apprend à conduire des super tankers. Je ne saurais trop vous conseiller de vous rendre sur le site internet de Télé Grenoble puisque nous avons réalisé un reportage sur ce lieu l'année dernière et que vous devez encore pouvoir le visionner. C'était après moi. Ah ben voilà, c'est ça. Marc Zeny, Aymeric Perrois, merci beaucoup. On rappelle que les Journées du patrimoine, ce sont principalement les 16 et 18 septembre. D'ailleurs, voilà. Tout le programme, il est là. On peut le retrouver notamment à l'hôtel du département ou dans les accueils des musées. Oui, il est diffusé un petit peu de partout. Il est diffusable un petit peu de partout, voilà. Pour les 16 et les 17 et 18 septembre, et le cinéma, ça commence dès le 16. Merci beaucoup. Merci. Jazz et beatbox font bon ménage, c'est la suite de l'agenda. La preuve avec le concert proposé jeudi à la salle Stendhal, le Jazz Club de Grenoble par Alfio Riglio au piano, Stéphane Edouard à la batterie et Alem au son avec la bouche, c'est le beatbox. Alfio Riglio qui sera aussi sur le plateau de Si on parlait avec Lucille Dailly le 22 septembre entre 2 tournées et un album. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec la soirée Start UGA jeudi soir devant la maison de l'INP Grenoble. Un moment festif pour les étudiants et personnels de l'UGA. Vous avez donc 24 heures pour vous faire une carte. À l'affiche de cet événement concocté par Retour de scène, Mima, HDX, Alderan et Julien Granel. Excellente soirée à tous. Sans raison, comme toujours. Et si le jour se lève